Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais elle a été possible grâce aux partenaires qui accompagnent la chaîne au quotidien pendant toute l'année. Ils contribuent à faire perdurer le Choucroute Garage et me permettent de vous faire de nouvelles vidéos chaque semaine. Pour eux, j'ai créé le label Choucroute Garage Approved. Et pour ma voiture, j'ai choisi ACC pour les accessoires, Carve Wrap Design pour la personnaliser, Glace Tint Haguenau pour les vitres teintées, Station E pour la charger, 1001 pneus pour les pneumatiques, Gigi Shine Shop pour la bichonner et Revolt pour la réparer lorsque j'en aurai besoin. Un grand merci à eux. Tous les liens sont en description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la technologie des batteries et essayer de comprendre pourquoi certaines surchauffent pendant la charge. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. J'aime bien la chaîne YouTube de Björn Nyland et je suis souvent ses aventures. Dernièrement, il a fait une série de vidéos sur la BYD Atto 3, des plus intéressantes. Il a constaté que malgré un prix relativement élevé, la chinoise ne semble pas tenir toutes ses promesses, du moins en termes de qualité perçue, mais aussi en termes de fonctionnement. Björn a en effet rencontré de nombreuses anomalies lors de son test d'autonomie où l'affichage de la batterie est passé de 4 à 0% en un instant, sans prévenir. Mais aussi lors de son challenge de 1000 km où la puissance de charge s'est effondrée faute à une surchauffe de batterie. Doit-on s'inquiéter pour les Tesla Model Y qui partagent les mêmes cellules, qui plus est dans une configuration de capacité quasiment identique à celle de l'Atto 3 ? Pour tenter d'y voir clair, plongeons un peu dans la technique des packs batteries et voyons ce que nous pouvons y trouver. Commençons par les données communes aux deux modèles. Le pack des deux autos dispose des mêmes cellules pour une capacité équivalente, soit 60 kWh annoncé dans les deux cas. La cellule BYD Blade est une longue cellule prismatique, pesant entre un peu plus de 2,5 kg et un peu moins de 4 kg en fonction de la version. Elle a une chimie lithium-fer-phosphate qui lui permet une durée de vie d'au moins 3000 cycles. Elle est sûre en raison de sa chimie, mais aussi de son packaging. Contrairement aux cellules CATL, le boîtier des Blade est en aluminium, ce qui la rend très résistante. Au niveau de la cellule, l'aluminium n'est pas forcément le meilleur choix pour la densité énergétique massique. Mais au niveau du pack, cela a un avantage certain. Petite parenthèse, pour caractériser la performance d'une cellule en matière de densité énergétique, on peut utiliser deux mesures différentes. La densité volumique, qui donne une quantité d'énergie pour un volume donné et qui se mesure en watts par litre. Ou la densité massique, qui mesure la quantité d'énergie par rapport au poids de la cellule. Cela s'exprime alors en watts par kilo. Les unités peuvent être déclinées autrement, mais la base de calcul reste la même. On prend la capacité énergétique et on la divise soit par le volume, soit par la masse. Une cellule Blade est rigide et peut donc supporter des efforts mécaniques contrairement aux cellules CATL. On économise donc les modules dans le pack, ce qui permet d'implanter directement les cellules dans le carter de la batterie. C'est la technologie Cell to Pack. Cela permet également de disposer d'une batterie structurelle qui économise du poids mais aussi des coûts, puisque la batterie remplace des renforts structurels de la caisse. Maintenant, allons voir quelle est la composition du pack de l'Atto 3. Selon le site EV Database, la tension nominale de la batterie de la BYD est de 403 volts. Elle a donc 126 cellules en série pour une capacité totale de 62 kWh. Pour la Tesla, on a une configuration différente. La tension du pack n'est que de 340 volts, soit seulement 106 cellules en série pour une capacité de 60 kWh. Si on calcule la capacité de chaque cellule dans les deux cas, on se retrouve avec des chiffres bien différents. 492 Wh par cellule pour la BYD et 566 pour la Tesla. Les deux cellules ont une tension nominale équivalente puisque celle-ci est déterminée par la chimie utilisée. Dans les deux cas, c'est 3,2 volts. Si on divise la capacité en watts par la tension nominale, on obtient 154 ampères-heure et 177 ampères-heure respectivement. Or, les cellules BYD peuvent être déclinées dans des versions allant de 138 à 202 ampères-heure. Du moins selon le site Battery Design. Pour les deux voitures, on est donc bien dans une gamme BYD Blade. Le choix des deux constructeurs doit avoir été fait en fonction de contraintes internes au pack, mais aussi externes pour l'intégration du pack dans la voiture. Cela prend en compte des notions de logiciel, de technologie, mais aussi d'espace disponible.
Voyons maintenant les chiffres donnés par Battery Design. Les cellules de 138 et 202 Ah ont des densités massiques équivalentes, de 166 et 168 Wh par kilo. Il n'y a pas de grande différence. En revanche, elles sont largement différentes en ce qui concerne leur densité volumique. La cellule 138 Wh dispose de 424 Wh par litre, tandis que l'autre monte à 552 Wh par litre. Or, la Te3 est un peu moins large que la Tesla et surtout dispose d'un empattement plus petit. Elle a donc moins de place pour loger le pack. On aurait pu s'attendre à ce que le constructeur chinois utilise les cellules les plus denses en termes de volume pour son auto. Mais en fait, on constate qu'il a fait l'inverse. Voilà qui est plutôt curieux. Quelle autre raison aurait pu pousser BYD à faire ce choix? Ce serait pas pour une question de tension par hasard? Ah oui, c'est possible. Lorsqu'on standardise une gamme, avoir des tensions équivalentes sur toutes les autos est un avantage. BYD peut ainsi totalement reprendre les éléments de modèles plus grands, comme la Han ou le Tang. Les modèles BYD actuels reposant exclusivement sur une architecture 400 volts, cela semble logique. Oui, mais alors pourquoi ce n'est pas le cas avec la Tesla? Les raisons pourraient être identiques. En effet, mais si on regarde le passé, il est aisé de découvrir que Tesla a une longue expérience de modèles ayant des tensions de batterie différentes. Dès les premières Tesla Model S, en 2012, Tesla a décliné ses batteries en deux tensions, 350 et 400 volts. Les 60, 70 et 75 kWh étaient des 350 volts, tandis que les 85, 90 et 100 kWh étaient des packs 400 volts. Or, les moteurs Tesla ont toujours fonctionné jusqu'à présent avec des tensions de 400 volts. Cela induit donc que le constructeur américain remonte la tension du courant entrant dans ses onduleurs avant de l'envoyer dans les moteurs. Voilà qui explique bien que la Model Y puisse profiter des cellules à meilleure densité volumique et donc puisse en mettre moins dans son pack. Voyons quels sont les avantages et inconvénients de cette disposition. Premièrement, les packs Tesla sont de facto moins onéreux à produire. On met moins de cellules et donc il y a moins d'opérations de manutention. D'un autre côté, la tension est moins importante. À puissance de charge égale, on a donc besoin d'une intensité beaucoup plus importante que pour un pack avec une tension plus élevée. Plus on passe d'intensité, plus il faut augmenter la taille des conducteurs. Moins de cellules, c'est aussi moins de rigidité d'un point de vue structurel. C'est dommage parce que les cellules ont un volume plus petit par kilowattheure, tandis que le carter de la batterie de la Tesla est un peu plus grand. On pourrait en mettre plus. C'est ce qu'on pourrait se dire, mais Tesla a visiblement fait un choix différent pour privilégier l'efficience à l'autonomie. De plus, cela a du sens lorsqu'on commence à étudier la gestion thermique des deux modèles. Une BYD Atto 3 dispose de l'ensemble de l'architecture BYD dans son pack. En matière de gestion thermique, le constructeur chinois a opté pour un ensemble de solutions intéressantes, mais potentiellement problématiques. La gestion thermique de la batterie se fait à 3 niveaux. Premièrement, au niveau du pack en lui-même. Une plaque de refroidissement unique est placée au-dessus des cellules afin de capter les calories lors de la charge et la décharge. L'avantage, c'est que cette plaque se comporte comme une barrière contre la diffusion de la chaleur dans l'habitacle. De plus, cela simplifie la connexion des durites de refroidissement qui sont placées sur le dessus de la batterie. Avec l'architecture de l'Atto 3, c'est plutôt intéressant. Second avantage, cela permet d'éviter d'avoir à mettre beaucoup de métal au-dessus du pack pour protéger les occupants de l'auto en cas de souci. Le capot du pack de la BYD peut donc être en plastique, mais il faut un plancher à l'auto. C'est ce qu'a fait BYD. La batterie Blade se compose donc de 5 couches. Une plaque de plastique isolante sous la voiture, la structure en aluminium extrudé qui soutient et connecte les cellules, la plaque thermique, une couche de mousse thermique isolante fine et un capot supérieur en plastique. Avec des cellules moins denses que celles de la Tesla, le pack de la BYD est aussi un peu plus compact et a une capacité supérieure. Pour ce qui est de la gestion thermique, la plaque de refroidissement est également très isolée et il n'y a aucun flux d'air autour d'elle puisqu'elle est entre le plancher de la voiture et les cellules. De plus, une grande plaque est compliquée à gérer du point de vue des flux de liquide. Cela peut causer des différences de température entre les différents points du pack. BYD en est visiblement conscient car la puissance de recharge de l'Atto 3 est limitée à 88 kW sur ce modèle, alors que les cellules pourraient en encaisser bien plus. Au second niveau de refroidissement se trouve la pompe à chaleur. Celui-ci a pour fonction de répartir la chaleur excédentaire entre le circuit de refroidissement extérieur et l'habitacle. Cela permet aussi de préconditionner la batterie à des températures compatibles avec les charges rapides. Enfin, dernier point du système de refroidissement, le radiateur extérieur. Lors des fortes charges, les calories générées sont évacuées par ce biais en utilisant le flux d'air de puissants ventilateurs. En revanche, ce qu'a remarqué Bjorn lors de son essai était assez troublant.
Lors de la charge en elle-même, ce système semble parfaitement fonctionner, mais sitôt que la charge s'arrête, tout le système de gestion thermique se coupe instantanément. Cooling instantly stops. Why? Voilà qui est nettement différent de ce que l'on peut voir dans une Tesla ou d'autres voitures électriques. Sur la majorité des voitures électriques, même lorsqu'on en débranche, la gestion thermique reste active. Sur la Tesla, ça va même plus loin puisque le système de gestion thermique est toujours actif sur l'américaine. Même voiture éteinte. Il est certes plus mis à contribution lorsque la voiture est branchée, mais fonctionne tout de même en permanence. Ce qui explique partiellement la consommation fantôme qu'on expérimente sur les Tesla, ou le petit bruit de pompe qu'on entend lorsque la voiture est arrêtée, si on tend l'oreille. Voyons maintenant ce que le constructeur américain pourrait avoir fait dans son propre pack. N'ayant pas encore vu la batterie de la Model Y BYD démontée, je ne peux faire que des hypothèses. Je suis pourtant prêt à parier que Tesla a utilisé ses propres méthodes plutôt que l'architecture du pack BYD. En premier lieu, les cellules sont un peu plus grandes. Deuxièmement, l'architecture même de la batterie impose plusieurs choses. Il faut que le plancher de l'auto soit aussi le couvercle de la batterie. Cette pièce doit donc être solide et rigide, excluant le capot en plastique. Une mousse isolante est probablement sous le plancher également. Par contre, elle doit être un peu plus épaisse que pour le pack chinois, car il est probable que Tesla n'a pas eu recours à une plaque de refroidissement supérieure. En effet, pour ses batteries CATL LFP, Tesla utilise des plaques de refroidissement dans le fond des modules, donc sous les cellules. Si l'américain a procédé de la même manière pour son pack en cellule blade, alors la plaque de refroidissement est en dessous des cellules. Pourquoi Tesla aurait-il fait cela? Eh bien tout simplement pour que les orifices qui permettent au liquide d'entrer et sortir soient au même niveau et s'interconnectent avec une pièce standard, quelle que soit la batterie, sa chimie ou la provenance des cellules. Je pense que Tesla a procédé ainsi car cela a de nombreux avantages pour son architecture. Premièrement, cela permet de protéger les cellules des intrusions extérieures. La plaque du fond du pack peut être ainsi un peu plus fine, puisque la plaque de refroidissement va avoir un effet de barrière contre les intrusions. Les cellules blade sont aussi dans ce même matériau, ce qui a pour caractéristique de bien conduire la chaleur. Le refroidissement est donc toujours assuré. L'avantage d'une telle disposition est également de dissiper une partie de la chaleur de la batterie par le flux d'air passant sous l'auto en roulant. Avantage dont l'Atto 3 ne dispose pas. Avec le système de pompe à chaleur très performant de Tesla en plus, nul doute que la température dans le pack de la Model Y est bien plus maîtrisée que sur la chinoise. Voilà qui pourrait bien expliquer les puissances et la courbe de charge qu'ont expérimenté les premiers propriétaires des Model Y BYD. Avec 170 kW en pic et près de 100 kW à 50% de charge, Tesla démontre une fois de plus une capacité de gestion thermique de ses batteries exceptionnelle, quelle que soit la provenance de la cellule. On constate que Tesla a fait, une fois de plus, bon usage de la technologie d'un de ses fournisseurs. Qui plus est, l'un de ses concurrents. En utilisant les éléments qui lui font défaut, la marque d'Elon Musk en a fait le meilleur usage possible en les intégrant dans l'architecture très versatile du Model Y. Ça tu peux le dire. Les Model Y sont maintenant fabriqués avec 5 modèles de cellules différents. Eh oui, en effet, t'as raison. Si on y pense, c'est assez unique. Les cellules cylindriques 2170 sont fournies par 2 sous-traitants, Panasonic et LG, les prismatiques également par CATL et BYD et en plus sous des formats distincts, et les 4680 purs produits Tesla complètent le panel. Pourtant, ce qui est encore plus surprenant, c'est que toutes les versions partagent la même efficacité et la même facilité d'utilisation. On a l'impression que toutes ces cellules très différentes ont été conçues pour ce modèle. C'est ce qui fait vraiment la force d'une Tesla. Peu importe les fournisseurs, l'entreprise adapte ses produits et sa technologie pour que ce soit aussi transparent que possible pour l'utilisateur. Et ça, c'est aussi ce qui fait apprécier de conduire une Tesla. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.